Je ne suis pas faite pour ça. Je n'aime pas être sous les projecteurs. Je n'aime pas qu'on me voie. » Telles furent les paroles discrètes de Lyudmila Poutina, la femme qui est restée aux côtés de Vladimir Poutine pendant 30 ans. Alors que le monde entier fixait son attention sur l'homme qui redessinait la géopolitique, peu remarquaient la silhouette silencieuse qui se tenait derrière lui. Pourtant, l'histoire de Lyudmila est loin d'être ordinaire. D'une hôtesse de l'air modeste à Kaliningrad à la première dame la plus discrète de l'histoire moderne, sa vie s'est transformée en un récit trouble d'isolement, de pouvoir et de réinvention. Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité cachée sur l'ex-épouse de Vladimir Poutine, ses sacrifices, ses secrets, et la vie qu'elle s'est reconstruite après avoir quitté l'ombre du Kremlin. Une vie tranquille avant Poutine. Née en 1958 à Kaliningrad, Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva a grandi dans un foyer ouvrier. Son père, Alexander Abramovitch Shkrebnev, travaillait dans une usine mécanique locale pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère, Catherine Tikhonovna, était caissière. Elle avait aussi une sœur aînée, Olga Alexandrovna Tsomaïeva. Dès son plus jeune âge, Lyudmila se distingue par ses talents linguistiques et sa curiosité littéraire. Elle nourrissait une véritable passion pour la poésie et la langue russe, et écrivait souvent ses propres vers. Bien qu'elle ait grandi modestement, ses ambitions étaient loin d'être modestes. Adolescente, elle rêvait de devenir actrice et suivait des cours de théâtre dans une troupe locale. Malgré sa passion, elle décida finalement de ne pas présenter sa candidature à l'Institut de théâtre de Leningrad, optant plutôt pour une voie académique plus pragmatique. Après le lycée, elle s'inscrivit à l'Université technique de Kaliningrad. Cependant, elle n'y termina pas ses études et fit une pause après 2 ans. Durant cette période, elle occupa divers emplois. Employée des postes, infirmière, puis hôtesse de l'air. Ces fonctions lui permettaient non seulement de gagner sa vie, mais aussi de découvrir le monde au-delà de Kaliningrad. Malgré ces détours, ses intérêts intellectuels restaient intacts, en particulier pour les langues. Elle finit par reprendre ses études supérieures à l'Université d'État de Leningrad, où elle se spécialisa en philologie et en espagnol. Mais là encore, elle interrompit ses études pour travailler à nouveau, notamment comme hôtesse de l'air pour la branche de Kaliningrad d'Aeroflot, la célèbre compagnie aérienne soviétique, connue pour sa rigueur. Ce poste convenait à ses talents linguistiques et à son esprit aventureux. Malgré le prestige apparent du métier, la réalité était tout autre. Longues heures, emploi du temps éprouvant, surveillance constante. La rumeur dit qu'elle aurait fait l'objet d'une enquête interne pour avoir vendu des sandwichs aux passagers affamés pendant les vols, un geste qui aurait pu lui attirer des ennuis avec la direction. Au début des années 1980, elle prit une décision décisive, retourner à l'université. Elle s'inscrivit à nouveau à l'Université d'État de Leningrad pour y étudier la philologie avec un intérêt particulier pour les langues romanes. Elle fut fascinée par l'espagnol et l'allemand et son sérieux intellectuel la distinguait de ses camarades. C'est à Leningrad que sa vie bascula à jamais. Son entrée dans l'univers de Poutine. Un soir, au début des années 1980, Lyudmila Shkrebneva assista à un spectacle humoristique de l'incontournable Arkady Raïkine, célèbre satiriste soviétique connu pour son humour politique acéré. La salle, remplie de rires et de sous-entendus critiques, attira aussi un jeune homme à l'allure beaucoup moins légère, Vladimir Poutine. À l'époque, il était un officier discret, mais en pleine ascension au sein du KGB, affecté à la première direction générale de Leningrad. Secret, calculateur, formé à observer sans jamais trop dévoiler, Poutine ne laissait rien transparaître. Leur rencontre fut arrangée par des connaissances communes, mais la première impression que Lyudmila eut de lui fut loin d'être marquante. Elle se rappela plus tard qu'il paraissait mal habillé, réservé, maladroit. Il y avait quelque chose qui clochait, confia-t-elle, mais malgré tout, quelque chose en lui m'attirait.
À ce moment-là, Lyudmila étudiait la philologie à l'Université d'État de Leningrad. Cultivée, éloquente, passionnée de littérature et de langue, elle formait un contraste frappant avec Poutine qui gardait son activité totalement secrète. Ce n'est qu'après près d'1 an de relation qu'il lui avoua travailler pour le KGB. Ce n'était pas une révélation romantique, mais plutôt un fait froid, énoncé sans émotion, à l'image de l'homme lui-même. Leur relation fut marquée par l'ambiguïté émotionnelle et des épreuves de loyauté. Poutine montrait rarement son affection et arrivait souvent en retard à leur rendez-vous, sans un mot d'excuse. « J'ai toujours eu l'impression d'être mise à l'épreuve », avoua Lyudmila bien des années plus tard. Elle se souvenait avoir attendu plus d'1 heure dans le métro, en pleurant silencieusement, pour finalement ne rien dire quand il se présenta. Une autre fois, un inconnu la suivit et la dragua ouvertement. Elle découvrit plus tard qu'il s'agissait probablement d'un test orchestré par Poutine pour évaluer sa fidélité. Après 3 années de fréquentation, la demande en mariage finit par arriver, mais là encore, sans chaleur. « Tu connais mon caractère », lui dit-il simplement. Lyudmila accepta, peut-être plus par endurance émotionnelle que par bonheur véritable. Ils se marièrent le 28 juillet 1983 lors d'une cérémonie modeste, en présence d'amis et de proches. Il n'y eut pas de grande déclaration d'amour, juste un accord calme pour unir leur vie. La vie conjugale ne fut pas un soulagement pour Lyudmila. En 1985, elle donna naissance à leur première fille, Maria, à Leningrad. Cette même année, la famille s'installa à Dresde, en Allemagne de l'Est, où Poutine était en poste, sous couverture diplomatique, pour le KGB. L'année suivante, leur seconde fille, Yekaterina, vit le jour. Tandis que Poutine travaillait de longues heures dans des opérations clandestines, Lyudmila s'occupait des enfants, isolés dans un pays étranger, avec peu de soutien. Elle travailla aussi comme linguiste, mais ses proches décrivirent plus tard une femme épuisée émotionnellement, isolée, écrasée par les pressions de cette vie à l'étranger. Elle révéla plus tard, dans des interviews, que Poutine n'était pas présent à la naissance de leur premier enfant et qu'il avait décidé seul du prénom. « Je voulais l'appeler Natacha », se rappela-t-elle. Mais Volodia a insisté pour Maria, comme sa mère. J'ai pleuré. Mais il n'a jamais changé d'avis. Lorsque le régime allemand s'effondra en 1989, les Poutines rentrèrent à Leningrad. L'Union soviétique s'écroula à son tour 2 ans plus tard, ouvrant la voie à l'ascension politique de Vladimir Poutine. En 1990, Lyudmila commença à enseigner l'allemand à l'Université d'État de Leningrad. Elle y resta jusqu'en 1994, mais ces années furent difficiles. Cette même année 1990, elle fut grièvement blessée dans un accident de voiture. Alitée à l'hôpital avec plusieurs fractures, elle ne reçut pas la visite de son mari, alors adjoint au maire, mais celle d'un jeune assistant, envoyé avec un bouquet de fleurs. Poutine était, paraît-il, trop occupé à recevoir le magnate américain Ted Turner. L'ascension politique de Poutine fut rapide. En juin 1991, il devint chef du comité des relations extérieures de la mairie de Saint-Pétersbourg. À mesure que sa notoriété grandissait, Lyudmila se retirait de plus en plus dans la sphère privée. En 1996, ils déménagèrent à Moscou où elle occupa brièvement un poste chez Telecom Invest. Lorsque Poutine devint Premier ministre adjoint en 1999, puis président par intérim, Lyudmila assuma officiellement le rôle de Première Dame, un titre qu'elle n'accepta jamais vraiment. En tant que Première Dame, elle supervisa un fonds pour le développement de la langue russe. En 2002, elle fit parler d'elle en bloquant une réforme proposée par l'Académie des sciences sur l'orthographe russe. Elle jugeait ces changements inutiles et malvenus, alors que le pays sortait à peine de la crise économique. Certains l'accusèrent de freiner le progrès académique, d'autres saluèrent son attachement aux traditions culturelles. Malgré tout, son rôle public resta minime. Elle évitait les dîners d'État, les voyages officiels et les interviews.
Même les photos de leur fille furent retirées de la circulation et aucun portrait de famille officiel ne fut publié. Son malaise face à l'exposition médiatique était de plus en plus évident. Slava Zaïtsev, célèbre couturier russe, rapporta un jour que Lyudmila lui avait dit en toute franchise « Je n'aime pas voyager. Je n'aime pas apparaître en public. Je n'étais pas prête pour ce rôle. » Même au sommet du pouvoir de son mari, Lyudmila évitait la politique, les mondanités et les médias. Connue pour son intelligence discrète et son amour des langues, elle ne trouva jamais sa place dans le monde auquel elle avait été propulsée. Les premières fissures du mariage. Le tourment intérieur de Lyudmila devint de plus en plus évident à travers les témoignages de ses proches et les récits de biographes. L'un des témoignages les plus révélateurs vient d'Irène Pietsch, une amie allemande et écrivaine ayant côtoyé la famille Poutine depuis le milieu des années 1990. Dans ses mémoires Fragile Friendship, Pietsch relata des conversations intimes avec Lyudmila, qui décrivait son mari comme émotionnellement distant et autoritaire. Dans un commentaire frappant, Lyudmila qualifia Vladimir Poutine de « vampire », affirmant qu'il l'avait vidé de toute énergie tout au long de leur mariage. Elle déclara sans détour « Il ne m'a jamais aidé pendant mes grossesses. Je portais des sacs lourds, poussais la poussette et m'occupais de tout pendant que j'attendais notre deuxième enfant. » Ces paroles dessinaient le portrait d'une femme isolée, épuisée, accablée par la maternité et l'indifférence de son mari tout-puissant. D'autres sources confirmèrent ce malaise. La journaliste Natalia Gevorkian, co-autrice de la biographie autorisée First Person, An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President, interviewa Lyudmila en 2000. Gevorkian raconta par la suite avoir été frappé par la sincérité et la vulnérabilité de Lyudmila durant leur échange. « Il ne m'a jamais prise dans ses bras », confia Lyudmila, une déclaration simple mais déchirante qui résumait toute l'absence de tendresse dans leur union. Selon Gevorkian, Lyudmila apparaissait comme une femme d'une loyauté profonde, sincèrement amoureuse de son mari, mais douloureusement consciente que cet amour n'était pas vraiment réciproque. Elle parlait d'elle-même avec lucidité, presque avec résignation. « Il y a des femmes que les hommes admirent. Je pense ne pas faire partie de celles-là. » Au début des années 2000, Lyudmila disparut presque complètement de la scène publique. Ses apparitions officielles se faisaient rares et l'on disait qu'elle passait la majeure partie de son temps recluse dans leur appartement au Kremlin. Même dans cet espace privilégié, elle menait une existence de retrait. Elle n'aimait pas voyager, évitait les événements publics et refusait souvent d'accompagner Poutine lors de visites à l'étranger. Le créateur Slava Zaïtsev, qui avait travaillé avec elle, déclara « Elle m'a dit franchement, je ne suis pas faite pour ça. Je n'aime pas les projecteurs. Je n'aime pas être vue. » Il devenait de plus en plus clair que Lyudmila n'avait jamais voulu être première dame et ne se sentait pas capable d'assumer ce rôle. Puis, le 6 juin 2013, après des années de spéculation et une attention médiatique croissante, les Poutine firent une rare apparition publique conjointe à l'issue d'une représentation de ballet au Palais d'État du Kremlin. Lors d'une interview soigneusement orchestrée à la télévision d'État, ils confirmèrent ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Ils se séparaient. Poutine, calme et factuel, déclara « C'était une décision commune. » Lyudmila, visiblement nerveuse mais digne, ajouta « Notre mariage est terminé parce que nous ne nous voyons pratiquement plus. » L'annonce, maîtrisée et presque clinique, marquait la fin d'un mariage longtemps enveloppé de mystère. 10 mois plus tard, en avril 2014, les autorités du Kremlin confirmèrent que le divorce avait été officiellement prononcé. Bien que présenté comme à l'amiable, cet événement ouvrit la porte à toutes sortes de rumeurs. Des murmures longtemps tenus dans le privé s'amplifièrent dans la sphère publique. Certains affirmèrent que Lyudmila s'était retirée dans un couvent près de la frontière estonienne. D'autres alléguaient qu'elle avait été écartée de la sphère du pouvoir, remplacée dans tous les aspects, personnels comme publics,
par de nouvelles femmes supposément proches de Poutine. En 2016, le mystère s'épaissit lorsque les médias russes découvrirent que Lyudmila s'était remariée. Son nouvel époux, Arthur Ocheretny, un homme d'affaires passionné de triathlon de plus de 20 ans, son cadet, avait su garder leur union secrète pendant un certain temps. Ce n'est que lorsque des journalistes remarquèrent qu'elle avait changé de nom sur des documents officiels que la nouvelle fut révélée. Depuis, Lyudmila mène une vie de quasi-anonymat. Elle refuse les interviews et évite les projecteurs. On dit qu'elle et Ocheretny vivent dans une villa luxueuse dans le sud de la France et leur nom serait associé à plusieurs propriétés en Espagne et en Suisse. Malgré la richesse immense et les ressources à sa disposition, Lyudmila n'a jamais cherché à exploiter son passé pour obtenir la gloire ou une quelconque influence politique. Elle a préféré disparaître volontairement, un contraste frappant, peut-être intentionnel, avec la figure publique de son ancien mari. Alors que Vladimir Poutine continue d'occuper les devants de la scène mondiale, multipliant les poses viriles et les discours tonitruants, Lyudmila reste une ombre discrète en arrière-plan. Oubliée par beaucoup, mais jamais tout à fait effacée de l'histoire de l'un des hommes les plus puissants et énigmatiques de la planète. Sa disparition silencieuse de la scène politique russe ne fut peut-être pas planifiée, mais elle semble lui avoir apporté une certaine paix. Selon ses proches, elle vit désormais plus librement, libérée des attentes rigides liées au rôle d'épouse présidentielle. Comme l'a résumé une amie de confiance, elle n'a jamais été faite pour le Kremlin. Tout ce qu'elle voulait, c'était être libre. La renaissance de Lyudmila après le divorce. Ce qui suivit pour Lyudmila, après s'être retirée de l'ombre de l'un des hommes les plus secrets et puissants du monde, fut une transformation discrète mais remarquable. Les détails financiers de son divorce avec Vladimir Poutine restent confidentiels. Officiellement, selon la loi russe, elle avait droit à la moitié des revenus et biens déclarés de son mari, soit environ 50 000 $ par an de salaire et un appartement à Saint-Pétersbourg. Mais ces chiffres ne représentent qu'une infime partie de la réalité. Malgré des déclarations modestes, en 2012, Poutine affirmait un revenu annuel de 280 000 $ et quelques biens. De nombreuses enquêtes, y compris celle de la CIA, estiment sa fortune réelle à plus de 40 milliards de dollars, répartis entre comptes offshore et biens immobiliers. Les Panama Papers de 2016 ont impliqué des proches de Poutine dans le transfert de plus de 2 milliards de dollars via des sociétés écrans. L'accès de Lyudmila à cet empire parallèle semble toutefois très limité, voire inexistant. Quelle que soit la part qu'elle a pu recevoir, elle lui a clairement permis de commencer une nouvelle vie à l'étranger dans un confort certain. Après le divorce, Lyudmila a quasiment disparu de la scène publique. À un moment donné, des rumeurs la disaient réfugiée dans un couvent, une information jamais confirmée. Son nouveau mari, Arthur Ocheretny, préside aujourd'hui le Centre pour le développement des communications interpersonnelles, une organisation à but non lucratif que Lyudmila avait cofondée. Le couple résiderait désormais en France, dans une villa près de Biarritz, estimée à plus de 7 millions de dollars. Ocheretny, ancien exportateur de fruits de mer reconverti dans la gestion culturelle, a acheté la propriété en 2014 après un virage professionnel lié de près à l'activité du CDIC. La maison, nichée sur la côte basque, est un havre de paix loin des turbulences de Moscou. Mais Lyudmila ne s'est pas complètement retirée des affaires. Elle est devenue propriétaire d'une entreprise nommée Carmoney, spécialisée dans les prêts sur gage automobile. Contre toute attente, la société s'est révélée très rentable, notamment durant les années où la Russie subissait de lourdes sanctions en raison de la guerre en Ukraine. En 2022 seulement, Carmoney lui aurait rapporté environ 700 000 $ de bénéfices pour un chiffre d'affaires de plus de 5 millions. La propriété de la société a été transférée à une firme russe, sans doute pour échapper aux sanctions de l'UE. Pourtant, beaucoup estiment que Lyudmila continue de diriger l'entreprise en coulisses.
Elle reste également liée au CDIC, qu'elle avait lancé lorsqu'elle était encore première dame. Le centre est installé dans un bâtiment historique du centre de Moscou, la maison Volkonsky, autrefois propriété du grand-père de Léon Tolstoï. Bien que le bâtiment soit classé au patrimoine culturel, il a été entièrement transformé en immeuble commercial moderne de 4 étages, aux grandes dames des citoyens et intellectuels moscovites. Aujourd'hui, l'immeuble est loué à de grands noms comme VTB Bank, Sberbank, un restaurant de sushi et même Burger King. Il génère environ 3 à 4 millions de dollars de loyer par an. Ces fonds sont versés à une société appelée Meridian, détenue par une autre entité, Inter Air Service. Et Inter Air Service est entièrement au nom de Lyudmila Shkrebneva, le nom de jeune fille de Lyudmila. Fait révélateur, sa sœur, Olga, a un temps dirigé cette société. Arthur Ocheretny, son époux, est toujours président du CDIC. Il possède aussi une villa en France estimée à près de 6 millions de dollars. Leur lien avec des actifs et revenus liés à l'État montre que même après son divorce, Lyudmila reste financièrement très à l'aise. Cela n'a pas échappé à l'attention internationale. En mai 2022, le Royaume-Uni l'a ajouté à sa liste de sanctions en raison de ses liens avec l'État russe et des avantages qu'elle aurait tirés de relations privilégiées avec des entités publiques. Le gouvernement britannique a déclaré qu'elle avait bénéficié de relations d'affaires préférentielles avec des entités détenues par l'État. Aujourd'hui, Lyudmila vit loin des projecteurs. Elle n'a jamais parlé publiquement de son mariage, de son divorce, ni de sa vie actuelle. Pourtant, à travers les registres commerciaux, l'immobilier et des flux financiers opaques, son histoire reste entremêlée à celle de la richesse et du pouvoir post-soviétique. D'une première dame silencieuse dans l'ombre de Poutine à une résidente fortunée sur la Côte d'Azur, le parcours de Lyudmila reflète une échappée personnelle face à une vie menée aux côtés d'un homme parmi les plus puissants et les plus secrets du monde. Et c'est là l'histoire méconnue de Lyudmila Poutina. Autrefois, première dame de Russie, aujourd'hui recluse volontaire loin des fastes du Kremlin. Du silence émotionnel à la richesse soudaine, son destin soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Mais qu'en pensez-vous? Lyudmila s'est-elle volontairement éloignée du pouvoir ou a-t-elle été poussée hors du tableau? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits derrière les gros titres.